Bonsoir mes amis, voilà, donc je fais un direct pour répondre aux questions qui ont été nombreuses suite aux réponses aux questions de mardi, avant-hier, et il y a eu une série de questions et voilà, je pense qu'il vaut mieux, c'est bien de répondre régulièrement pour ne pas laisser les internautes dans l'incertitude. Bon, je salue tous ceux qui se joignent. Donc voilà, il y a une série de questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes, mais en tout cas, je les ai toutes notées. Et donc, si je ne peux pas répondre à toutes les questions, je m'arrêterai et je reprendrai la suite demain ou après-demain, enfin, un autre jour. De toutes les façons, vous savez que toutes vos questions auront une réponse. Voilà. Et les commentaires qui le méritent aussi. Quand je dis qu'il le mérite, ça veut dire où il y a quelque chose à développer et ajouter. Bon, je ne fais pas de censure, je réponds à toutes les questions, même si elles sont enfin, critiques ou quelque chose. Voilà. Donc la première question, c'est de Gabardine Berman, voilà, qui parle de manipulation des Berbères pour diviser les pays du Maghreb. Bon, effectivement, j'ai fait, je sais pas, vous connaissez peut-être cette vidéo que j'ai donnée au site Al-Mayadin, où j'ai parlé effectivement des manœuvres du Mossad dans le sud-est marocain pour créer des divisions. J'insiste sur cette question parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a parlé, vous savez, le MAC d'Algérie. Il m'a dit qu'est-ce que je pensais de leur chef qui fait des visites en Israël. Et je lui dis c'est un traître. Et il m'a dit mais quand même il veut faire comment dire l'autodétermination pour le peuple kabyle. Ce qui en soi peut être louable. L'autodétermination d'un peuple c'est très bien. Mais ça dépend qui l'organise, au bénéfice de qui. Je vous rappelle qu'il y a seulement 2 ou 3 mois, les Kurdes d'Irak, les grands amis d'Israël depuis une quarantaine d'années, il ne faut pas l'oublier, ils sont manipulés par le Mossad et la CIA, ont organisé un référendum. Bon. Et ils ont obtenu 90% de oui. Bon. Je pense peut-être que si on faisait le même référendum en Kabylie, on obtiendrait une majorité confortable. La question n'est pas là. La question est qui manipule ces gens pour faire des référendums d'autodétermination et au profit de qui? C'est-à-dire que si le pays est divisé, si on arrive à diviser l'Irak, qui en tire profit? Voilà. Parce qu'après tout, les Kurdes d'Irak, ils ont une autonomie, ils ont beaucoup de droits. Donc, qu'est-ce qui les pousse? Pourquoi Bernard-Henri Lévy, par exemple, va en Kurdistan pour saluer le référendum? Pourquoi le référendum a été fêté avec des drapeaux israéliens et kurdes? Donc, il faut se poser ces questions aussi. Ça veut dire, si le pays est morcelé, et donc on crée les germes d'une guerre ethnique, c'est au profit de qui? Voilà. Donc, vous savez que le chef des Kabyles, en tout cas celui qui se déclare leur chef, celui qui a créé le parti, le MAC, il est allé souvent en Israël. Et je peux, par exemple, vous dire, il y a une dizaine d'années, j'ai assisté à une réunion du Bnei Brit. Bon, à l'époque, je pouvais le faire parce que je n'étais pas connu. Aujourd'hui, si je me pointais au Bnei Brit, je serais chassé à coups de pied et insulté, etc. Mais à l'époque, je n'étais pas connu, donc j'avais réussi à m'infiltrer dans une réunion du Bnei Brit. Vous savez, le Bnei Brit, c'est l'organisation maçonnique mondiale juive. Il n'y a que les juifs qui peuvent être admis. Et où ils avaient invité des Kabyles algériens, et ils les ont montés à la tribune, et on leur a joué la comédie de la solidarité,
judéo-berbères, et patati et patata, et donc on les a roulés dans la farine totale pour leur proposer le soutien d'Israël, etc. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le combat des Berbères, de la berbéritude est tout à fait légitime, mais il doit rester dans le cadre national et régional, et surtout se méfier de l'ennemi sioniste qui est aux aguets pour briser l'unité du monde arabe et des pays arabes. Alors, Karim Bouddha me pose deux questions, enfin, qui se rejoignent. Les limites d'Israël ne sont pas définies. Et est-ce que Israël ne va pas profiter de ce moment un peu trouble pour annexer la Cisjordanie? Bon. Alors, effectivement, les limites d'Israël, Israël n'a jamais établi ses frontières, c'est-à-dire n'a jamais dit établi. C'est-à-dire, par exemple, quand la France se battait, vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle des objectifs de guerre. Quand la France faisait la guerre en Allemagne, par exemple, c'était pour annexer l'Alsace-Lorraine ou pour la récupérer. L'Allemagne, c'était pareil, etc. Donc, les pays ont des objectifs. Les États-Unis, quand ils se sont formés, ils avaient pour objectif de prendre le Texas au Mexique et la Californie. Bon, et donc, une fois qu'ils avaient pris ça, ils ont établi des frontières. Les sionistes n'ont jamais défini une carte avec les frontières qu'ils souhaitent. Jamais. Par exemple, quand ils négocient avec les Palestiniens en Cisjordanie, ils disent pas, bon, voilà. Ils disent, par exemple, Ehud Barak dit, j'ai offert 93% de la Cisjordanie aux Palestiniens. Mais il n'a jamais montré cette carte. Et donc, en fait, c'est-à-dire, quelle est l'arrière-pensée de cette absence de frontières? C'est que on peut s'étendre, voilà. Parce que si on fixe une frontière, bon, on peut plus s'étendre. Si Israël avait dit, bon, moi, la frontière nord avec le Liban, c'est la frontière, c'est les lignes d'armistice de 49, il n'aurait pas pu aller au-delà. Et donc, ça lui a permis, pendant une vingtaine d'années, d'occuper le sud-Liban. Mais le Hezbollah l'en a chassé. Mais sinon, il serait resté. Et il l'aurait annexé d'une façon ou d'une autre. De même, le Golan, il ne dit pas, même en ayant annexé le Golan syrien, il ne dit pas que c'est sa frontière. Et ce sont des lignes de cessez-le-feu. Et en Cisjordanie, il est très probable que, enfin plus que probable, Israël ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis une partie de l'autre rive du Jourdain. Donc, pour la Jordanie, je leur dis déjà en avance, un jour ou l'autre, ils vont vous prendre un morceau. Parce que le Jourdain, c'est un mythe de la Bible. Et vous savez que les premiers kibbutzim qui ont été créés avant 1918, pourquoi je dis avant 1918? Les premiers sionistes sont venus et ils ont établi des kibbutzim. Vous savez, ces villages communautaires, c'est un petit peu comme les forts aux États-Unis, vous savez, pour se défendre entre guillemets contre les Indiens. Ben, ils en ont mis à l'est du Jourdain. Mais comme le mandat de l'ONU qui a été de l'ASDN qui a été confié à l'Angleterre sur la Palestine ne couvrait pas cette zone-là. Donc ils ont été obligés d'abandonner ces kibbutzim. En fait, au départ, Jabotinsky, enfin le grand idéologue du Likoud, pour lui, était inévitable qu'il fallait qu'Israël devait régner sur les deux rives du Jourdain. Maintenant, pourquoi Israël n'annexera pas la Cisjordanie. N'a jamais, comment dire, les sionistes font partir du principe qu'ils sont très malins, ils sont très cyniques et très malins. Voilà. Annexer la Cisjordanie, ça veut dire que déjà, on va prendre 2 millions de Palestiniens, on va les intégrer à la population d'Israël. C'est l'horreur pour Israël. C'est-à-dire, on ne peut pas annexer 2 millions d'Arabes, sinon la majorité juive va basculer, d'une part. Deuxièmement, c'est presque un casus belli avec la communauté internationale. Donc, ils font petit à petit. En fait, ils annexent, enfin, oui, parce que je vous avais déjà dit que Arafat a donné 60% de la Cisjordanie
à Israël. Bon. Donc, ils ont déjà 60%. Plus, bon, mettons qu'ils contrôlent 70% de la Cisjordanie. Ça leur suffit. Si ça continue comme ça, à un moment donné, ils vont arriver à 70-80% de contrôle. Ils laissent 20-30% à un soi-disant État palestinien, vraiment tout ce temps. D'abord, ça leur permet de ne pas régner sur ces Arabes, de ne pas les considérer comme des citoyens, et en même temps de se débarrasser des Arabes, c'est-à-dire de cette population avec laquelle ils ne veulent pas vivre. L'idéologie du sionisme, c'est de ne pas vivre avec, de ne pas coexister avec des minorités arabes. Vous savez, par exemple, en Israël, il y a 20-25% d'Arabes, mais ils sont cantonnés dans le nord, dans certaines parties du pays. Par exemple, un Arabe n'a pas, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, un Arabe avait réussi à obtenir de la Cour suprême le droit de vivre dans une ville juive, Afula. Une ville juive, vous entendez bien. C'est-à-dire, un Arabe qui veut habiter à Tel Aviv, à Rishon LeZion, il n'a quasiment aucune chance. Donc, les Arabes sont cantonnés dans des régions spécifiques. Et en fait, le système scolaire est divisé. Il y a le système arabe et le système juif. Et en Cisjordanie, le cynisme sioniste va jusqu'à, regardez, ils construisent des routes, mais vous savez, comme les autoroutes, là, les ponts, les tunnels, etc., de manière à ce que toutes les colonies soient reliées par des routes réservées aux Juifs, mais qui ne touchent pas les Arabes. Donc en fait, ils veulent la séparation totale avec les Arabes. Donc ils n'ont pas besoin d'annexer la Cisjordanie, parce que ça créerait comment dire, un tollé international, un tollé et surtout, ils ne veulent pas avoir une population. C'est pour ça, mais sinon, bien sûr, ils ont annexé le Golan, ils ont annexé juridiquement, ils ont annexé Jérusalem-Est, donc ils peuvent très bien, ils auraient pu très bien le faire, mais ils ne le font pas pour des raisons uniquement pratiques. Alors, Badis Berch me demande qu'en est-il des Juifs messianistes? Alors, je ne sais pas exactement dans quel sens elle me demande ça. Bon, vous savez, le Messie était, comment dire, est un élément cardinal de la religion juive. Bon, c'est-à-dire, c'était un peu le rêve, voilà, le fantasme, le mythe d'un Messie qui rétablira les Juifs dans leurs droits. Voilà. Mais donc, c'était un rêve, voilà, une espèce de mythe. Mais c'est resté un mythe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, et d'ailleurs, ça rejoint la question suivante je vais dire, de Mus Bouzidi, qui me demande le troisième temple à la place de la mosquée Al-Aqsa. C'est vrai que, alors, le régime sioniste, Israël, a été bâti, fondé par des marxistes athées, mais alors totalement athées, non seulement athées, mais anti-religieux. Mais la conquête, si vous voulez, de juin 67, la prise de la Cisjordanie, de Bethléem, de Jérusalem-Est, le développement du mouvement des colons. Vous savez que les colons, la majorité d'entre eux sont des religieux. Ça veut dire ils portent la kippa et ils ont donné, je sais pas, moi, en Israël, à la créé en 48, il y avait peut-être 2% de religieux, enfin les vrais. Aujourd'hui, il y a 20%. Et 30% de religieux, disons, modérés, mais il y a 20% de fanatiques. Et il y a plusieurs signes qui montrent qu'il y a une espèce d'attente messianique. Peut-être aussi le fait que les Israéliens juifs vivent très mal leur époque aujourd'hui. Ça veut dire la dureté de la vie, la violence, l'obligation de faire son service militaire de 3 ans, plus des services pour les adultes jusqu'à l'âge de 40 ou 45 ans. Et aussi le développement, il y a un développement effectivement, par exemple, au mois de mai, il y a un pèlerinage.
Au Maroc aussi, c'est l'époque des pèlerinages. Et je sais pas, il y a 50 ans, 60 ans, il y avait quelques centaines qui allaient à Safed, là où il y a des tombes de saints. Aujourd'hui, enfin, dans les temps modernes, ce sont des pèlerinages qui touchent près de 100 000 personnes, et souvent des athées. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'exaltation, voilà, messianique, et on attend ce Messie qui va les délivrer de leurs soucis, de leurs problèmes, des Arabes, les débarrasser des Arabes. Un jour, j'ai entendu un rabbin me dire, Monsieur Cohen, vous savez, Dieu est tout puissant. Pourquoi il ne ferait pas disparaître les Arabes de Cisjordanie? Et comme ça, on est tranquille. Voilà. Et donc, en fait, bon, mais ce développement messianique n'est pas seulement un caractère eschatologique, ça veut dire d'une vision du peuple juif, de l'avenir, etc. Mais il y a une obsession maintenant qui grandit de plus en plus d'un retour, d'une reconstruction du troisième temple. Bon, selon le mythe juif, j'imagine, je ne sais pas, il y a eu deux temples. Il y a eu un premier temple qui a été détruit vers à peu près 500 ans avant notre ère, et le deuxième qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Bon. Et il y aurait, enfin, on attend un troisième temple. Voilà. Et il y a une association, je pense que si vous allez sur Google, vous tapez association troisième temple, vous allez trouver des trucs très intéressants. Ça veut dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, il y a des gens qui ont reconstruit tous les outils, parce que bon, dans le temple, il y avait des outils pour célébrer les fêtes, les sacrifices, etc., etc. Bon, les candélabres, enfin bon, toutes sortes d'outils, en or, en argent, et tout ça est déjà prêt. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont refait tout ça, selon les calculs d'autrefois, etc. Et donc, ils sont prêts. Il ne leur manque plus, il y a la maquette du temple, il ne leur manque plus que le lieu. Malheureusement, il y a la mosquée. Bon. Et évidemment, bon, c'est difficile. Bon, vous savez, c'est pas les Israéliens, ils n'en ont rien à fiche. Vous savez en 1969, il se trouve que j'étais à ce moment-là en Israël, en été, il y avait un juif australien qui a tenté d'incendier la mosquée Al-Aqsa. Je sais pas si, bon, enfin. Mais on a dit, c'est un fou. Bon. Évidemment, quand ça n'arrange pas, on dit c'est un fou. Mais bon, c'était un petit feu, disons, ça n'a pas pris, et il n'y a pas causé beaucoup de dommages. Mais, disons, les juifs rêvent enfin, quand je dis les juifs, c'est-à-dire les sionistes, surtout extrémistes, mais les sionistes deviennent de plus en plus extrémistes. Donc, il y a au moins la moitié qui rêverait de détruire la mosquée Al-Aqsa, ou en tout cas de s'arranger pour construire un temple là-dessus ou à côté. Enfin bon, en tout cas, c'est sûr que si la société israélienne continue à se développer de la même manière, c'est-à-dire vers l'extrémisme religieux, droitier, mystique, fasciste, etc., un jour ou l'autre, on finira bien par trouver la solution de construire ce temple. Enfin, si les sionistes gardent la main jusque-là. Bon. Voilà, donc, alors Nahla Mohsen me dit, le mouvement sioniste remonte au XIIIe siècle au moins. Je suis pas d'accord du tout. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le mouvement sioniste. Si c'est le mouvement sioniste politique, c'est-à-dire qui veut rebâtir un État au sens moderne du terme, ça date seulement de la fin du XIXe siècle. Mais si on dit, comment dire, l'idée sioniste, c'est-à-dire, vous savez, comme au Maroc, dans les communautés, on disait, on rêvait, mais c'était surtout d'un retour avec le Messie. Vous savez qu'il y avait une loi talmudique
qui interdisait aux Juifs de revenir en masse en Israël. D'accord? Donc, l'idée sioniste ne pouvait pas exister, ne pouvait pas aller contre cette loi religieuse. Et cette loi religieuse n'a été abolie qu'en 1948. D'accord? En 1948, des rabbins ont dit, bon, cette loi n'est plus valable. On peut retourner en masse en Israël. L'idée sioniste, c'est-à-dire de construire un État moderne, voilà, c'est-à-dire un État qui ne soit pas une création divine ou avec la permission divine ou basée sur les lois religieuses, autorisée, donc lancée par un messie selon la tradition. Cette idée-là, enfin, n'a jamais, je veux dire, il y avait des embryons. On peut toujours trouver des textes kabbalistiques, dire que oui, comment dire, une espèce de résurrection de Sion, voilà, du temple. Mais ça restait du domaine, comment dire, de l'illusion, du fantasme, du mythe. Voilà. L'idée sioniste, en tant que création d'un État, voilà, ne date que de. Je vous encourage à lire ou à aller voir les vidéos de Shlomo Sand, qui est un maître en la matière et qui explique ça très bien. Alors, Laurent Bourré-Kibet, bon, il se reconnaîtra, j'imagine, me demande, Israël nous tire vers la Troisième Guerre mondiale. Effectivement, c'est-à-dire, bon, d'abord, entendons-nous, il y a eu 2 guerres mondiales, c'est-à-dire où la plupart des grandes puissances se sont fait la guerre en utilisant tous leurs moyens. Moi, personnellement, enfin, je ne crois pas à une 3e guerre mondiale, ça veut dire à une guerre mondiale de ce genre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les grands pays ont la possibilité de se détruire 100 fois. Et donc, je ne vois pas l'intérêt, on a beau dire on pourra dire ce qu'on veut sur les États, mais ils sont quand même pas fous à ce point. Par exemple, prenons les États-Unis. Ils viennent de tendre la main à la Corée du Nord. Ils leur disent, bon, allez, on va parler, on va ouvrir un dialogue, etc. Parce que les Américains ont compris que s'ils attaquent, c'est une guerre nucléaire. Donc, là, ils reculent. Ils ne peuvent pas faire autrement que de reculer. Parce que, vous savez, entre les États-Unis, par exemple, et la Chine et l'URSS, qui étaient des pays communistes, ils se sont fait de grandes guerres qui ont duré plusieurs années. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la crise de Cuba, la guerre d'Afghanistan. Mais c'était toujours des guerres par pays interposés. Jamais ils ne se sont fait la guerre directement. La crise de Cuba était allée presque au bord du précipice. Mais ils ont eu la sagesse et l'intelligence, je ne sais pas si c'est la sagesse, mais en tout cas, l'intelligence de s'arrêter à temps, parce qu'ils savent que une guerre mondiale serait la fin de tout le monde. Parce qu'on sait comment une guerre commence. On se dit, bon, on n'utilisera pas l'arme atomique, par exemple. Mais si un pays est en position de faiblesse, il dit, ben, je vais jouer le tout pour le tout. Et là, ça serait le déclenchement de tout l'arsenal et la fin de tout, la fin des haricots. Donc, je crois pas, je veux dire, pour des raisons que je viens de dire, je crois pas à l'hypothèse d'une guerre mondiale, c'est-à-dire au sens où on l'entend. C'est-à-dire une guerre de tous, enfin des grandes puissances, en utilisant tous leurs moyens. Par contre, Israël a intérêt à ce qu'il y ait des guerres larvées. Par exemple, l'Empire, l'Empire américano-sioniste avait intérêt quand l'Iran, avant la Khomeini, était le grand allié d'Israël. Donc, l'Iran, avec le Shah, était des alliés contre les autres pays arabes. Mais quand il y a eu Khomeini, l'Iran évidemment s'est retourné contre Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait l'Amérique,
à l'époque, ils avaient poussé Saddam Hussein à faire la guerre à l'Iran. C'était une guerre terrible qui a duré, je sais pas, 5-6 ans. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Ça a été une erreur de Saddam Hussein. Parce que, bon, il a fait la guerre pour l'Occident. Quel intérêt il avait à faire cette guerre contre l'Iran? Mais voilà, c'est-à-dire que, effectivement, Israël a intérêt à pousser à des guerres régionales, à des guerres civiles, comme en Syrie, ou en Libye de loin. Mais est-ce qu'Israël peut susciter une troisième guerre mondiale pour les raisons que je viens de dire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Israël a intérêt à ce qu'il y ait, à ce que la région ne vit pas en paix. Voilà, c'est évident. Imen Bachlaoui me pose 2 questions. Israël est la police de l'impérialisme américain, une forme de Daesh, et le printemps arabe est Daesh. Bon, effectivement, mais au départ, Israël n'était pas vu ainsi. Au départ, c'est-à-dire en 1948. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de 1947, le plan de partage. Ce plan de partage a été rendu possible grâce à une, comment dire, pour ne pas être, à une illusion de Staline. Staline, si Staline, parce que Staline avait une voix au Conseil de sécurité, et il disposait de 5 à 6 voix, vous savez, les pays satellites, comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc., qui dominaient, il aurait pu bloquer le plan de partage, et donc la création d'Israël. Mais seulement Staline a voté pour la création d'État d'Israël et pour le partage. Ce qui paraît étonnant pour un leader communiste anti-américain et anti-britannique. Pourquoi? Parce que Staline avait fait le calcul suivant. Le monde arabe, et c'est vrai à l'époque, en 1947, le monde arabe en entier était sous l'emprise américaine et britannique. Un petit pays, Israël, combat l'impérialisme britannique. Parce qu'il le combattait. Il y avait c'est un peu comme le FLN en Algérie. Le mouvement sioniste combattait les troupes d'occupation britanniques. Enfin, on peut aller l'appeler troupes d'occupation. Et donc, et ce petit pays se déclare socialiste, disons communiste. Donc Staline s'est dit, c'est un bon moyen pour moi de mettre le pied dans cette région. Et donc il a fait voter le plan de partage. Bon, c'était une erreur de calcul monumentale. Parce que après, dès 1952, il s'est retourné vers le monde arabe, la révolution égyptienne, etc. Et donc Israël à l'époque n'était pas, enfin c'était un État encore embryonnaire en 1948. Il n'était pas vu comme un moyen, comment dire, un chien de garde de l'impérialisme. Mais à partir de 1956, pourquoi 1956? Parce qu'Israël a participé à une guerre tripartite à l'expédition du Suez. C'est-à-dire que l'Angleterre et la France, pour punir, la France voulait punir Nasser parce qu'il aidait le FLN. L'Angleterre voulait punir Nasser parce qu'il a nationalisé le canal de Suez. Israël a voulu faire la guerre à Nasser parce qu'il voulait prendre le Sinaï. Et il s'est dit, c'est une occasion de montrer ma force. Et effectivement, Israël a occupé le Sinaï pendant quelques mois. Et Nasser, c'était une défaite militaire, mais qui a été vite effacée parce que les États-Unis ont obligé les Israéliens à évacuer le Sinaï. Et l'URSS s'est installée, a aidé l'Égypte. Mais déjà, on sentait un avant-goût de ce que pouvait apporter Israël à l'axe américain, à l'empire américain. Vous savez, jusqu'en 1967, les États-Unis n'aidaient pas du tout Israël, très peu.
Le pays qui apportait l'aide militaire à Israël, c'était la France, les fameux Mirages. Mais après 67, là, les Américains sont arrivés, l'aide militaire, etc. 1973, la guerre, enfin, ils ont obligé Israël et l'Égypte à faire la paix au détriment des autres, de la Palestine, etc. Et c'est là où Israël est devenu un acteur majeur. Et c'est là où, depuis ce temps-là, les Israéliens reçoivent 3 milliards de dollars par an en aide militaire de la part des États-Unis et d'autres formes d'aide économique, etc. Donc, effectivement, à partir de 67 surtout, Israël est devenu, bon, les services de renseignement, etc., Israël est devenu le chien de garde de l'impérialisme américain. Et on sait, bon, ce qu'il a fait en Syrie, la destruction de la centrale nucléaire d'Irak, et probablement, il a aidé les Américains grâce à son réseau d'espionnage, qui est bon, probablement un des meilleurs du monde, parce ils réussissent à infiltrer des gens à l'intérieur. Et donc, ils ont certainement aidé les Américains à envahir l'Irak. Enfin, donc, c'est un pion, c'est-à-dire c'est un élément essentiel de la politique américaine dans la région. Donc, c'est une forme de Daesh, si vous voulez, mais un Daesh légal. C'est-à-dire, comme dit Imen Bashlaoui, Israël est, comment dire, fait la police pour l'Amérique, mais c'est une forme de Daesh, mais légale, c'est-à-dire sous forme étatique, avec un gouvernement, un État, etc., mais qui travaille pour l'Amérique. Alors, elle me demande sur le printemps arabe. Je crois que j'ai pas vraiment envie de... Enfin, je vais dire par rapport à Daesh, parce que ça nous mènera trop loin de parler du printemps arabe, ça serait peut-être une autre fois. Effectivement, Daesh reste une menace, par exemple, pour l'Égypte, pour la Tunisie, je veux dire, oui, je voulais dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le printemps arabe, même l'Égypte, à partir du moment où le printemps arabe avait réussi à renverser les dictateurs soutenus par les Américains, on a lancé des Daesh locaux. Des Daesh locaux et d'ailleurs, c'est un peu la menace qui pèse sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, par exemple, dans le Sinaï. En fait, tout ça, c'est l'Égypte fait tout pour obéir à l'Amérique et à Israël, pour collaborer avec l'Amérique et Israël, mais on lui met quand même un Daesh dans le Sinaï pour lui dire, voilà, il faut faire attention, c'est-à-dire on peut t'embêter un peu plus. Voilà. Donc, le Daesh, on peut facilement, enfin, on pourrait arriver à mettre fin à ces mouvements. Enfin, avec les drones, on peut quasiment les éliminer en quelques jours. Mais on a intérêt à maintenir ce Daesh, par exemple, dans le Sinaï, où récemment ils ont fait sauter, enfin, il y a eu un attentat dans une mosquée qui avait fait 300 morts. Et donc, moi, à mon avis, c'est une forme de pression, c'est-à-dire de chantage. Je leur dis, voilà, si vous n'obéissez pas trop, ils obéissent, mais voilà, l'Égypte pourrait avoir des envies d'autonomie, par exemple, d'aller voir du côté de Poutine. Donc on lui dit, voilà, il faut faire gaffe, sinon Daesh peut devenir plus important. Alors, Karim Nazem me demande les Arabes de 1948. Que représentent-ils? C'est une question très intéressante parce qu'on ne l'a jamais abordée. Vous savez qu'en 1948, les sionistes ont, comment dire, liquidé, pas liquidé, c'est-à-dire ont chassé, mettons, entre 90 et 95% des Palestiniens. Et il restait, enfin, je sais pas, une poignée, quoi, enfin 5%, 8%. Et, et ces Arabes qui sont restés étaient soumis à un régime militaire. Non seulement ils étaient vaincus, écrasés, mais ils étaient soumis à un régime militaire spécial. C'est-à-dire, de 1948 à 1965, ces Arabes étaient soumis à un couvre-feu. 5 heures, 6 heures du soir, hop.
quand il voulait voyager d'une ville à une autre ou d'un village à un autre, il fallait demander l'autorisation, il fallait avoir un permis spécial. Et donc, ils étaient soumis plus ou moins là. Par exemple, quand il y avait des dirigeants, enfin des avocats ou des syndicalistes, qui osaient parler, qui osaient défendre les droits des Palestiniens, ils étaient assignés à résidence. Par exemple, je me souviens d'avoir lu cette histoire d'un avocat qui était assigné à résidence et qui devait voir son dentiste à Haïfa, comme dire, mettons une ville de 20 ou 30 km de distance. Donc, il est allé voir le militaire, le lieutenant, le capitaine, il dit voilà, j'ai besoin d'aller à Haïfa. Et le capitaine lui signe une ordonnance lui disant ok, bon, je te calcule, tu as, mettons, 3 heures pour un aller-retour. Si tu dépasses les 3 heures, tu feras un mois de prison. Donc, en fait, c'était un régime de terreur. Par exemple, vous connaissez cette histoire, enfin, je sais pas, non, je pense pas qu'elle soit très connue. Kafr Qassem, en 1955 ou 56, je peux me tromper d'un an, les paysans palestiniens étaient sortis sur leur terre, pour travailler la terre. Et il y a un officier israélien qui a eu l'idée géniale d'annoncer un couvre-feu à 4 heures d'après-midi, spécial. Et ces paysans palestiniens ne savaient pas. Donc ils rentraient tranquillement chez eux, des paysans. Donc il a fait mitrailler les paysans, il y a eu une soixantaine de morts. C'est Kafr Qassem, voilà. Soixantaine de morts parce qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu. Donc, on a vraiment, les Palestiniens qui sont restés étaient soumis à un régime de terreur, de harcèlement. Par exemple, ce fameux avocat on l'a tellement embêté qu'il a fini par quitter le pays. Je pense qu'il est allé au Canada, enfin, je sais pas. Vous savez, les sionistes ont ceci et ils sont tellement bien organisés que quand, par exemple, quelqu'un leur vend une maison à Jérusalem, qui n'a pas le droit de vendre, etc. Ou bien quand il y a un chef, un avocat qui remue trop, pour le faire partir, on lui dit, si tu veux t'en aller, on te trouve des papiers pour aller au Canada, en Australie, aux États-Unis. On lui débrouille la carte de séjour. C'est formidable. Bon, voilà. Donc, ces Arabes de 48, bon, au départ, ils étaient, je sais pas, quelques dizaines de milliers, ou peut-être 100 000. Enfin, non, je pense pas 100 000. Et peut-être 30 000, je sais pas. Mais avec le temps, aujourd'hui, ils sont à peu près 20%, 22%. Bon, mais ils vivent cantonnés comme j'ai dit, dans des régions spécifiques, dans des villes spécifiques. Ils n'ont pas le droit de faire l'armée, donc ne faisant pas l'armée, ils n'ont pas droit à certaines subventions pour acheter des appartements, de prêts. Et il y a des tas de travaux, de places auxquelles ils ne peuvent pas prétendre. Par exemple, ingénieurs, économistes, disons des places importantes. Ils savent très bien. Les Arabes, les seuls boulots dans lesquels qu'ils peuvent faire, c'est l'hôtellerie, la médecine, avocat, le travail social, l'enseignement. L'enseignement arabe, dans leur secteur arabe. Et ils le savent. De toute façon, les Arabes, ils savent. Ils n'ont pas. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. En 2004, j'ai lu ça moi-même, enfin, dans un journal israélien. Si je ne l'avais pas lu, je n'aurais pas cru. Tellement, enfin bon. Il y avait un étudiant en cinéma arabe israélien, qui avait fait un court-métrage de fin d'études, qui était, comment dire, bien vu. On dit, ce gars-là a du talent. Donc, il appelle son producteur et il avait envie de poursuivre dans le cinéma, etc. Il lui a dit, j'aimerais tellement habiter à Tel Aviv, est-ce que tu n'aurais pas des relations, même une chambre sur une terrasse? Ça se fait beaucoup dans ce pays-là, vous savez, une chambre sur la terrasse. Et le producteur lui dit, vous n'avez pas de problème, je connais une avocate de gauche, qui a une chambre sur une terrasse.
Donc, je vous raconte, je l'ai lu de mes propres yeux dans un journal israélien. Voilà. Et donc, le gars appelle, et vous savez, l'Israélien, il détecte l'accent arabe israélien. Alors, je ne sais pas comment, mais il détecte, ils savent. L'arabe israélien, il a une manière de parler l'hébreu, même s'il le parle couramment. Et voilà. Mais ils savent. Alors, l'avocate, elle lui dit, tu es arabe? Il dit oui. Il lui dit, je ne loue pas aux arabes. Et donc, en fait, il y a un harcèlement. Je vais vous raconter une scène d'un film, un film israélien. Donc, ça se passe à Jaffa. À Jaffa, il y a quand même une communauté arabe qui cohabite avec des juifs. Mais on essaie toujours de les pousser dehors, de leur prendre une maison par-ci, une maison par-là, etc. Les sionistes sont très... Il faut leur faire confiance pour ça. Donc, ça c'est dans le film, mais enfin, les films expriment la réalité. Seulement, il faut être connaisseur de la société israélienne pour comprendre ce genre de subtilité. Il y avait un arabe israélien donc, qui travaille chez un garagiste juif, bon, des bagnoles. Il se trouve que le mécanicien arabe tombe amoureux de la fille du garagiste. Et les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Et ils veulent se marier. Bon, en Israël, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut être, les juifs se marient avec les juifs, les musulmans avec les musulmans, etc. Mais on peut aller à Chypre. C'est connu, ça. C'est-à-dire que soit les mariages mixtes, soit les gens qui ne veulent pas passer devant un rabbin, ils vont à Chypre, ils se marient, ils trouvent, enfin c'est connu, il y a des filières. Ils se marient, reviennent en Israël, le mariage est reconnu. Vous savez, c'est une règle du droit international privé. C'est-à-dire, si vous contractez un mariage à Las Vegas, selon les conditions de Las Vegas, ce mariage est reconnu partout. Comment dire, c'est le droit international privé qui l'a établi ainsi pour éviter des contestations, des problèmes, etc. On dit que si des gens se marient selon une loi d'un pays, ce mariage est reconnu partout. Comme ça, on évite, on dit, oh non, vous êtes mariés comme ceci, comme cela, etc. Bon. Donc, le gars va acheter les billets à l'agence de voyage, d'accord? L'arabe israélien. Et, bon, l'employé de l'agence, elle connaît, enfin, elle voit l'arabe, parce que c'est écrit sur la carte d'identité, hein, qu'on est arabe ou juif. Je pense que c'est le seul pays qui fait ça, mais bon, mais elle lui dit, bon, le vol est à midi, mais vous savez qu'il faut venir à 9h, hein. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit, oui, je comprends. Bon, et quelqu'un qui ne connaît pas la situation. Mais moi, j'ai compris tout de suite pourquoi elle lui dit, vous venez venir à 9h. Parce que c'est un arabe. Donc, un arabe doit passer 2 heures de contrôle de sécurité, même s'il est israélien. Alors que l'israélienne, elle peut arriver une demi-heure avant. Mais, voilà, l'arabe, il faut qu'il soit toujours harcelé, contrôlé. Et, enfin, par exemple, enfin, c'est terrible, les règles. En 2000, par exemple, c'est au début de l'intifada, il y a eu Sharon qui était allé sur la place d'Al-Aqsa, enfin, la mosquée d'Al-Aqsa, la provocation, etc. Il y a eu des manifestations d'arabes israéliens. Ils ont manifesté. Peut-être avec des pierres, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont manifesté. Ils n'avaient pas de revolver. La police israélienne a abattu 14 arabes. 14. Sur une population de 7 ou 8 millions, ça veut dire que il faut, si on veut mettre ça en proportion avec la France, ça veut dire 140, juste en une après-midi. C'est-à-dire, mais quand les Juifs manifestent, jamais la police ne sortirait un pistolet, jamais. Donc voilà, ce sont des gens qui sont, comment dire, opprimés dans un certain sens. Par exemple, vous avez le système scolaire. Je me rappelle d'un article du Courrier international qui était vraiment très drôle. Pourquoi? Parce que il racontait qu'il y a un système scolaire juif et un système scolaire arabe. Évidemment, le système scolaire juif, il reçoit 2 à 3 fois plus de budget. Donc, les écoles juives sont
spacieuse, très bien, avec des terrains de sport, etc. Et les écoles arabes sont minables. Enfin, bon, quand on n'a pas d'argent, on est minable. Mais en plus, on leur refilait aux écoles arabes des livres de 20 ans en arrière. Ça veut dire qu'en fait, enfin, où il y avait beaucoup d'erreurs, etc. Donc, ces Arabes israéliens sont toujours regardés de travers. Vous savez, quand on est arabe israélien, quand on circule et quand on voit des juifs israéliens mettre sur leur voiture des stickers mort aux arabes, bon, c'est pas toujours plaisant, non? Bon. Quand vous allez au stade de football et vous entendez les spectateurs dire mort aux arabes, mort aux arabes, ça fait pas toujours plaisir. Et donc, ils vivent, comment dire, ils peuvent pas vraiment, ils ont beau dire, bon, nous sommes fidèles à l'État, nous sommes dans cet État-là, etc., nous voulons être des citoyens, mais quel est le rêve de Lieberman, par exemple, qui pourrait devenir Premier ministre un jour? Il a un plan. Il a un plan, du point de vue sioniste, génial. Donc, je vous rappelle que le point de vue sioniste, c'est l'apartheid. Voilà. Ne pas vivre avec des Arabes. Surtout éviter la cohabitation à tout prix. Donc lui, il a un rêve, il a un plan. Il veut faire un échange de territoire avec la population. Ça veut dire, il dit à l'autorité palestinienne, voilà, vous prenez les villes arabes israéliennes, El-Fahim, enfin, il y a ce qu'on appelle le triangle de Galilée, le triangle où il y a, enfin, le triangle arabe. Vous prenez ce triangle et nous, on récupère les colonies. Et comme ça, on est tranquille, voilà. Bon. Et donc, c'est pour répondre enfin un peu plus à la question, ces Arabes, ils représentent aujourd'hui 20%, 22%, 23%. Mais ça n'a rien à voir avec le poids politique, économique, démographique d'une telle minorité dans un pays normal. C'est-à-dire, ils sont contenus. Ils sont harcelés, contenus, méprisés. Vous savez, un jour, j'avais fait comment dire, une petite conférence. Ma dernière visite en Israël remonte à 2004. Et on m'avait demandé de faire une conférence sur ma vie, sur mon séjour. Et à l'époque, j'avais intitulé c'est incroyable, enfin, je veux dire, j'ai eu cette idée, j'ai dit, voilà, ce qui m'a frappé, c'est l'invisibilité des Arabes. J'ai intitulé ça comme ça, l'invisibilité des Arabes. C'est-à-dire, vous vous baladez dans ce pays. En France, il y a 10% d'immigrés, on les voit. On les voit dans les transports en commun, au cinéma, enfin, dans les cafés, etc. Mais je vous mets au défi de vous balader dans des villes juives, comme Tel Aviv, à part les plongeurs, enfin, Rishon LeZion, Hadera, etc. Mais vous ne voyez pratiquement pas d'Arabes. C'est-à-dire, vous ne voyez ni à la télévision, ni culturellement parlant, ils sont invisibles. On a réussi, le système sioniste a réussi à les mettre dans un coin et un rideau et attirer le rideau. Voilà. Donc en fait, ils ont des députés. Bon, c'est ça aussi l'intelligence sioniste. C'est-à-dire, on dit voilà, ils ont des députés arabes. Il y a 12 ou 13, et alors, à quoi ils servent? Voilà, bon. Donc, ils sont en fait, vous savez, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, il y a un député qui s'est enfui quasiment, qui vit aujourd'hui, je crois, en Syrie ou au Liban, parce que on l'avait accusé d'entente avec l'ennemi. Donc, ce sont des citoyens de seconde zone, évidemment, et qui n'ont aucune emprise sur le fonctionnement de l'État. Voilà. Ils rasent les murs. Et ils rasent les murs. Voilà. Je ne sais pas si l'expression est là. Et voilà. Donc, en fait, c'est une minorité qui ne compte pas beaucoup. Écoutez, je suis désolé, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais tracer un trait. Et je reprendrai peut-être demain ou après-demain avec la question de Mo Faris, quel est l'avenir du sionisme? Je ne peux pas faire plus parce que là,
Bon, voilà. Donc, et je regarderai les questions que vous me laisserez. Je vous souhaite une bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver. Bonsoir.